Alors, quelques mots quand même pour remercier nos amis, nos professeurs qui viennent de FES et qui nous ont fait l'honneur d'être dans une co-direction, co-organisation. Et je voudrais ici dire que vraiment la faculté de l'Agdel, on est très heureux de pouvoir collaborer avec d'autres départements, d'autres facultés. C'est comme ça qu'on crée des synergies, c'est comme ça qu'on trouve des points d'accord. Et puis c'est comme ça, c'est très important aussi pour nos métiers, qu'on tisse des relations humaines. Donc je voudrais leur souhaiter encore une fois la bienvenue, leur dire qu'on a beaucoup de plaisir à les recevoir, beaucoup de plaisir à partager avec eux, à échanger avec eux, surtout lorsque on a aussi bien choisi le sujet. Et je voudrais féliciter quand même notre chef de département, le directeur du laboratoire, d'avoir aussi bien choisi un sujet aussi, j'allais dire, non pas seulement passionnant, mais intriguant, qui n'a pas réfléchi au silence juridique, au silence législatif. On a pu voir en fait que ces silences avaient des portées différentes. Il y a des silences, j'allais dire, intelligents, des silences qui sont source de sagesse législative, qui sont des techniques finalement de normativité, où le législateur prend sur lui de rester en recul pour laisser le juge, pour laisser les parties trouver justement dans la pratique suffisamment d'agilité et de richesse pour enrichir le droit. Ce sont les silences qu'on souhaite, ce sont les silences qu'on espère, surtout qu'on est, vous l'avez tous constaté, dans un cadre d'inflation législative, d'inflation réglementaire. Il y a trop de bavardage réglementaire à tel point que la loi devient complexe, même pour les spécialistes que nous sommes et que vous êtes. Donc, ce sont les silences vertueux. Et puis, il y a des silences que j'appellerais de délétères et même de toxiques. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elles créent non pas seulement une incertitude, par justement cette passivité, cette timidité, mais par ce silence, le législateur peut amener à encourager les comportements déviants qu'on souhaite justement éviter. Et c'est principalement le sujet qui va faire un peu, animer mon intervention, c'est justement ce silence toxique, et plutôt ce que j'ai appelé les silences toxiques qu'on retrouve dans la loi 1795. Alors, à première vue, ça peut surprendre qu'on puisse parler de silence dans une loi aussi détaillée, aussi exigeante, aussi entre guillemets exemplaire que la loi 1795. Il est vrai que la loi, c'est une loi phare du droit des sociétés, du droit des affaires marocain. Cette loi a été voulue comme une loi d'exigence, de perfectionnement, d'élaboration. Le législateur marocain, mon ami professeur Hamza Al-Mouhimine a parlé du doyen Ripper. Le doyen Ripper parlait en ce qui concerne la société anonyme. Il avait une phrase célèbre, il parlait du merveilleux instrument du capitalisme moderne. La société anonyme est un être juridique tout à fait particulier que le législateur marocain a voulu entourer de soins extrêmement élaborés, extrêmement perfectionnés. Donc cette volonté d'aligner la société anonyme marocaine sur les meilleurs standards à l'international, elle s'est exprimée dès le départ, c'est-à-dire dès 1996, année d'adoption de cette loi, la loi 1795, et qui a été vécue, il faut le rappeler pour la jeune génération, comme une véritable révolution du droit des affaires marocain, c'est-à-dire que les hommes d'affaires marocains ont compris que diriger, gérer une société, notamment une société, en particulier la société anonyme, est une affaire sérieuse. C'est une affaire qui peut engager leur responsabilité. Et donc, on a pu voir, dans le cadre de la loi 1795, des instruments très perfectionnés, très exigeants en termes de contrôle, en termes de transparence, en termes d'équilibre des pouvoirs. Et donc, effectivement, là encore, ce mouvement a été poursuivi tout au long de la vie, maintenant qui commence quand même, cette loi commence à mûrir, cette loi commence à maturer. Il y a eu beaucoup de réformes depuis l'année d'adoption en 96, il y a eu la réforme de 99, qui était une réforme de dépénalisation, la réforme de 2008, la réforme de 2015, la réforme de 2019, la réforme de 2021. Donc pourquoi toutes ces réformes ? Parce que le législateur est resté porté par cette envie de faire de cette loi la locomotive du droit des affaires, de faire cette loi, encore une fois, une loi d'exemplarité, de rigueur et de transparence. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que la loi dont je veux justement critiquer les silences est une loi quasiment parfaite. Eh bien non, parce que les juristes que nous sommes, on voit le mal, j'allais dire, dans les détails, on a cette capacité de déceler en dehors ou au-delà des apparences des problèmes qui peuvent être des problèmes graves et qui en l'occurrence sont justifiés par ce silence qui pose question du législateur marocain. Alors,
Que ces silences existent dans la loi 1795, c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas demander au législateur de tout dire, de tout prévoir. C'est pas ce qu'on attend de lui. Qu'il le voudrait, il ne le pourrait pas, puisque la pratique a tellement d'imagination et tellement vive qu'on ne peut pas tout dire ni tout prévoir. Et d'abord, c'est pas ce qu'on attend du législateur. Que ces silences existent n'est pas le problème. Ce qui est problématique, ce qui est préoccupant, ce qui est un facteur de fragilité pour ces sociétés anonymes, c'est que ces silences vont venir se positionner au cœur du système de gouvernance des sociétés anonymes, c'est-à-dire au cœur de ce qui fait la croissance, la prospérité, la transparence de ces sociétés. Et c'est en cela que ces silences sont problématiques. Vous allez me dire, ils se situent où ces silences? Ils se situent au niveau de ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, c'est-à-dire les outils de contrôle de la gouvernance, en ce sens qu'ils vont venir fragiliser, minorer deux choses excessivement importantes pour l'équilibre. Je parle bien ici d'équilibre d'ensemble de la société anonyme, qui est l'information des actionnaires d'abord, puisqu'on va voir qu'il y a une zone d'opacité qui est sciemment préservée par le législateur marocain, et on va voir à quel niveau. Et puis, une deuxième question extrêmement problématique, extrêmement sensible, et je ne vais pas me faire que des amis, notamment auprès des experts comptables, le fait que le législateur marocain jusqu'à présent est resté silencieux sur un exercice extrêmement préoccupant qui est la pratique de ce qu'on appelle l'audit conseil. Donc c'est ces deux silences qui vont constituer, si vous voulez, l'objet de mon intervention, qui sont encore une fois problématiques, qui posent des enjeux d'intérêt, des enjeux de pouvoir. Mais avant de les mettre en détail avec vous, quelques idées importantes pour comprendre le caractère tout à fait crucial de ce débat sur la loi 1795, qui est loin d'être un débat de spécialistes, mais qui concerne l'ensemble finalement, j'allais dire, de la société marocaine, de l'économie marocaine. Pourquoi? Premièrement, parce que la société anonyme n'est pas une société, j'allais dire, anodine, comme les autres. C'est une société, encore une fois, exclusive, particulière, qui a des atouts absolument remarquable, mais qui a également des fragilités. Et ce sont ces fragilités que le législateur essaie justement d'organiser de manière, j'allais dire, la plus réussie possible. Ce sont des êtres juridiques particuliers, comme le disait Ripper, formidables, remarquables. Pourquoi? Parce qu'elles permettent deux choses. Elles permettent aux entreprises d'accéder à des capitaux extrêmement importants, d'être dans ce qu'on appelle la force financière qui permet à ces entreprises dans l'innovation, d'être dans l'innovation, dans l'investissement, dans la production, donc de gagner en capacité, de gagner en envergure. Donc c'est pour ça qu'on dit que les sociétés anonymes s'adressent plutôt à des sociétés de grande envergure et encore mieux aux sociétés cotées. Premier atout, c'est qu'il permet une concentration de capitaux. C'est ce qu'on appelle la société anonyme, est considérée comme l'archétype donc des sociétés de capitaux. Deuxième atout, et qui est en même temps un facteur de fragilité encore une fois, c'est qu'elle permet, la société anonyme, de par son organisation, de par sa gouvernance, permet de faire appel à ce qu'on appelle la technocratie managériale, c'est-à-dire des managers formés dans des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, à qui on va confier la direction, la gestion, la gouvernance de ces entreprises, parce qu'encore une fois, c'est une affaire complexe, c'est une affaire qui a besoin de compétences. Donc on a ce fameux principe de séparation de la propriété des capitaux et de la direction des entreprises, qui a été formidablement traité, expliqué par ce qu'on appelle la théorie de l'agence, et je vous invite à vous intéresser à cette théorie parce qu'elle donne des éclairages très importants sur la question des sociétés anonymes et sur la gouvernance des sociétés anonymes. Donc ce sont des atouts, mais en même temps ce sont des sources de fragilité. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver très rapidement dans un phénomène d'hyperpuissance des managers, d'hyperpuissance des dirigeants sociaux, d'hégémonie des dirigeants sociaux. Pourquoi? Parce que justement, il y a une inertie, ce qu'on appelle la passivité. Ça, c'est un phénomène connu dans les sociétés anonymes, notamment les plus grandes d'entre elles. La passivité des contrôles, la passivité des contre-pouvoirs qui fait que ces managers prennent des libertés qui se retournent contre l'entreprise elle-même, contre l'intérêt social, contre l'intérêt des actionnaires. Alors, ce que j'aborde avec vous ici, ce n'est pas un risque théorique. Je ne vous raconte pas uniquement la loi, des histoires. C'est des choses qui donnent des résultats concrets. Et je parlais tout à l'heure de l'intérêt de vous et moi par rapport à ce genre de dépassement. Les dérives, les dépassements, les abus, on les a tous vécus en matière de gouvernance des sociétés anonymes. Je vous donnerai un exemple. Les exemples sont très nombreux. La crise financière de 2008, intrinsèquement, qui est la crise, je vous le rappelle, la plus grave, la plus grande depuis la crise de 1929, est fondamentalement une crise de gouvernance, de contrôle, de régulation des sociétés anonymes.
Je vais vous donner un exemple plus proche qui va vous parler beaucoup plus, c'est l'exemple de la société La Samir. La société La Samir, qui nous parle tous en cette j'allais dire, saison d'inflation au niveau des matières énergétiques, la société La Samir, elle est aujourd'hui en liquidation, c'est-à-dire en démantèlement. C'est-à-dire qu'on est en train de la mettre à mort. Cette société était un fleuron de l'industrie marocaine. C'est une société qui avait un marché. Et sur ce marché, elle avait un monopole. Elle avait tous les atouts pour continuer, d'autant plus qu'elle participe à la souveraineté énergétique du Maroc. Cette société est aujourd'hui, depuis quelques années déjà, en liquidation. Pourquoi ? Le problème n'est pas économique, le problème n'est pas en termes de rentabilité, le problème, et beaucoup d'observateurs l'ont remarqué, c'est un manque de contrôle. Et ce sont les dépassements, l'hégémonie du PDG qui était également actionnaire majoritaire de la société La Samir. Alors, je ne dis pas des choses qui ne sont pas fondées puisque c'est actionnaire majoritaire. Donc le PDG, avec toute son équipe managériale, ont été condamnés par le tribunal de commerce de Casablanca à la liquidation personnelle, qui est une sanction grave, qui est une sanction rare, c'est dire l'importance de ces déviances qu'il a pu pratiquer dans le silence, et c'est ça qui pose question, des contre-pouvoirs, et je reviens à l'idée des contre-pouvoirs, dans la passivité des membres du conseil d'administration qui ont également été condamnés, et dans la passivité et le silence des auditeurs légaux qui posent question. Tout ceci pose question, et tout ceci nous ramène justement à l'importance fondamentale de la loi 1795. Deuxième idée également essentielle pour comprendre les enjeux derrière cette loi et les enjeux derrière ces silences toxiques. C'est qu'au Maroc en particulier, les sociétés anonymes développent et expriment une importance hautement stratégique. Pourquoi ? Non seulement parce que c'est le véhicule juridique de prédilection des grandes sociétés, mais surtout parce qu'elles sont le véhicule juridique et la forme juridique de prédilection des sociétés étatiques, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les entreprises et établissements publics exerçant une activité industrielle, commerciale, c'est-à-dire une activité marchande. Et on sait combien ces entreprises publiques jouent un rôle absolument clé dans l'économie marocaine, dans le marché marocain, pour être des locomotives par rapport à des secteurs que l'initiative privée ne veut pas, dans lesquels elle ne veut pas aller compte tenu du risque très élevé. Ces entreprises sont très importantes pour l'investissement, pour l'économie marocaine, pour la société marocaine. Eh bien, ces entreprises, et depuis la loi d'ailleurs 50-21, la loi cadre sur les entreprises, les établissements publics, sont toutes amenées à se transformer en société anonyme. L'OCP, par exemple, qui est le premier contributeur fiscal au Maroc, est sous forme de société anonyme. Et la liste est longue, et je vous dis, toutes les entreprises vont être amenées à se transformer en société anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous par rapport au débat qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire celui des silences ? Ça veut dire que ces silences toxiques, ces silences délétères, ces silences qui posent question, qui menacent la viabilité de ces entreprises, vont menacer également la viabilité, la prospérité d'entreprises publiques, d'entreprises qui ont été fondées, qui sont financées par les capitaux publics, c'est-à-dire par votre argent, l'argent des contribuables, l'argent de vous et moi. Ça donne effectivement à ce débat une dimension hautement stratégique, extrêmement sensible. Alors, je reviens à ces silences. De quel silence parle-t-on ? Je parle tout d'abord du silence au niveau de l'information actionnariale. Alors, vous allez me dire que dit la loi par rapport aux informations des actionnaires ? Parce que pour contrôler, encore faut-il être informé. L'information est au cœur, n'est-ce pas, des dispositifs de contrôle. Si on veut contrôler ces managers, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas de comportement opportuniste, il faut qu'on soit informé de manière pertinente pour ensuite contrôler de manière efficiente, de manière rigoureuse. Donc, que dit la loi 1795 sur l'information des actionnaires ? Emma, elle dit beaucoup de choses. La loi 1795 traite avec beaucoup de précision l'information des actionnaires. Elle met à leur profit des informations extrêmement amples, et j'ai même parlé dans un de mes articles d'informations excessives. On a l'information avant les assemblées générales, on a l'information à toute époque de l'année, on a les rapports spéciaux des commissaires aux comptes, on a l'expertise de minorité, on a les états de synthèse, le rapport de gestion, etc., etc., etc. À tel point qu'aujourd'hui, l'actionnaire est véritablement noyé sous le poids des informations comptables et financières dont il n'a pas la compétence de maîtriser. Parce que ce n'est pas un financier, ce n'est pas un comptable. Bien. Où se situe le problème ? Il se situe dans le fait que cette recherche de transparence, parce que le législateur marocain, qu'est-ce qu'il fait ? Il recherche la transparence pour faire quoi ? Pour donner aux actionnaires l'information pertinente pour que les actionnaires puissent être dans
le contrepoids face au manager. Ce qui est délicat et ce qui pose question et ce qui nous ramène au silence, c'est que cette quête de transparence s'arrête là où commence la question de la rémunération des dirigeants sociaux. À aucun moment dans cette loi, il n'est dit qu'il faut transmettre aux actionnaires le montant des rémunérations des mandataires sociaux. Est-ce que c'est grave? Oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les études, les recherches ont montré que l'un des leviers les plus puissants pour permettre le contrôle des actionnaires sur la gouvernance des sociétés anonymes, sur les dirigeants des sociétés anonymes, c'est d'avoir accès au montant des rémunérations des mandataires sociaux et en même temps de pouvoir voter ces rémunérations. Rien n'est dit par la loi 1795 à cet égard, c'est un silence pudique. Et pourtant, la loi française qui constitue le modèle un petit peu de la loi 1795 et des différentes réformes qui ont suivi, elle organise la publicité de ces rémunérations auprès des actionnaires, elle leur accorde le droit d'y voter, elle va encore plus loin puisqu'elle met en place la nécessité pour ces rémunérations d'être convergentes, d'être en harmonie avec, j'allais dire, les résultats de l'entreprise, qui est le minimum qu'on peut demander à des managers. Pourquoi c'est important pour les actionnaires? Parce qu'ils peuvent faire, encore une fois, quelque chose de très important. Rapprocher les résultats de la société avec la rémunération des dirigeants. S'il y a un décalage très important, c'est une approche facile à faire. S'il y a un décalage très important, ça veut dire qu'il y a mauvaise gouvernance et qu'on doit changer de dirigeants sociaux, qu'on doit renouveler l'équipe managériale et que, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On préserve la pérennité de l'entreprise, on restaure sa capacité à être profitable. C'est un silence problématique, c'est un silence qui pose question, qui a été relevé comme une anomalie de nos systèmes juridiques par la Banque mondiale, par le FMI, également par les différentes enquêtes qui ont été mises en place par l'autorité marocaine des marchés financiers. Pourquoi ce silence persiste? Je dirais parce que c'est une question sensible, c'est une question, j'allais dire, qui a même des côtés un peu politiques. Il est un peu indélicat de révéler les rémunérations des mandataires sociaux parce qu'on est dans une société où la redistribution est en panne, parce que les salaires, il y a des inégalités très importantes entre les différentes couches sociales. Donc on ne veut pas aller vers la transparence au niveau des rémunérations sociales, ce qui, encore une fois, fragilise. C'est pas une information résiduelle, c'est un silence qui pose question, c'est un silence toxique qui va fragiliser et déséquilibrer l'ensemble de l'édifice qui est l'édifice des contre-pouvoirs. Deuxième silence qui pose question. Le silence au niveau de l'audit légal et plus particulièrement le couplage, ce qu'on appelle l'exercice du commissariat aux comptes élargi. De quoi parle-t-on? Alors qu'est-ce que c'est qu'un auditeur légal? Qu'est-ce que c'est qu'un commissaire aux comptes? Le commissaire aux comptes joue un rôle clé au niveau de la société anonyme. C'est pour ça d'ailleurs que le rôle qu'il joue est un rôle légal et non pas contractuel. D'accord? On n'a pas le choix. On est obligé en tant que société anonyme de faire appel à l'auditeur légal parce que si l'auditeur légal n'exécute pas correctement, de manière diligente, de manière objective et indépendante ses prestations, ses diligences, qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut véritablement contrôler parce qu'on ne contrôle pas la fiabilité des informations comptables et financières qui sont délivrées par la société anonyme, qui sont délivrées par le conseil d'administration. Donc son rôle est absolument clé. C'est ce qu'on appelle un régulateur de la confiance sur le marché. De la confiance en interne, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des différentes parties prenantes, en externe, vis-à-vis des banquiers, des créanciers, du fisc tout simplement. Donc il a des utilités qui vont très très loin. C'est un facteur encore centrale pour la sécurité juridique au sein de sociétés anonymes. Que dit la loi 1795 au niveau des auditeurs légaux? Encore une fois, elle dit beaucoup de choses. Elle réglemente leur statut, elle fixe un certain nombre de conditions qui sont des conditions contraignantes en termes d'incompatibilité, en termes de rotation, en termes de viduité, en termes toute une série de critères, de conditions qui visent à faire quoi? À préserver l'indépendance, l'objectivité du commissaire aux comptes, parce que le commissaire aux comptes est fondamentalement un contrôleur. Il doit donner un avis. Cet avis est très important parce que c'est un facteur de confiance et de contrôle. Et donc cet avis, il est très important, non seulement qu'il soit compétent, mais surtout qu'il soit indépendant. Quel est le problème au niveau de la loi 1795? Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas prononcée. Il y a un silence sur la pratique conjointe de l'audit conseil, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore une fois le commissariat aux comptes élargi. Vous me direz, l'article 161 de la loi 1795, que dit cet article? Il dit simplement que le commissaire aux comptes doit éviter de faire les prestations qui portent atteinte à son indépendance. Et ça, c'est une manière de réglementer qu'on ne retrouve dans aucune loi
une loi digne de ce qu'on appelle la corporate governance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander à un professionnel lui-même de vérifier s'il est ou pas indépendant. Il faut des interdictions franches, comme on les retrouve dans toutes les lois les plus avancées en matière de direction des sociétés anonymes. Donc là encore, c'est un silence. C'est un silence qui pose question. C'est un silence qui est considéré comme une autorisation par les experts comptables, par les commissaires au Maroc, de cumuler conseil et audit légal, sachant, et c'est important de le savoir, que le conseil est beaucoup plus rémunérateur que l'audit légal. L'audit légal au Maroc, sur le marché de l'audit légal, est considéré comme une porte d'entrée pour proposer à la société, à l'entreprise, d'autres prestations qui sont des prestations de conseil. Et donc tout ça, ça affecte l'indépendance des auditeurs légaux. Et donc je reviens à cette question de silence. Oui, la loi 1795 est une loi remarquable, c'est une loi élaborée, c'est une loi perfectionnée. Mais attention, il y a des moments où le législateur, de manière consciente, de manière, j'allais dire, sciemment, entretient l'opacité, entretient le silence, entretient la timidité et la réserve, parce que ça vient laisser des zones qui sont grises, qui ne sont pas complètement transparentes, et que c'est utile, ça va dans le sens de, j'allais dire, de la protection d'un certain nombre d'intérêts. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais trop technique. Je vous remercie pour votre attention.